Bon après-midi à tous et bienvenue à cette excitante séance plénière sur l'avenir du développement d'énergie durable. Premièrement, j'aimerais remercier ENGIE North America pour leur collaboration à cet événement et saluer tous les participants qui prendront part aux discussions aujourd'hui. Mais avant de débuter cette séance, j'ai le privilège d'introduire notre invité d'honneur qui prononcera une allocution spéciale. Je suis effectivement le PDG du RD Canada, qui est le Réseau du développement économique et d'employabilité Canada, une organisation nationale au service du développement économique et de l'employabilité des communautés francophones et acadiennes à travers le pays. Notre réseau est en lien d'affaires avec quelques pays du couloir de l'Afrique de l'Ouest et nous souhaitons établir des collaborations d'affaires, notamment en économie verte, énergie renouvelable et en tourisme. This is why I am sincerely pleased when offered the opportunity to welcome our distinguished guest today, who's built a stellar reputation as an economic leader. Mr. Mamadi Youla has been the Prime Minister of Guinea since December 2015. His appointment marked the first time a senior executive from the private sector was nominated as Prime Minister of Guinea, which is obviously a tremendous testament to Mr. Youla's accomplishment in the economic sector. Mr. Youla started his career as an economist at the Central Bank of the Republic of Guinea, where he worked for 8 years. He notably became director of the Department of Studies, Research and Publications of the bank from 1994 to 1997. From 1997 to 2003, he served on numerous boards of directors, including president of l'Entreprise nationale d'électricité de Guinée, director for la Société de Bauxite de Kindia, director for la Société Guinée-Norvégienne de Transport Maritime, president of the Comité technique de la Société minière de Dinguiraye, and director of le port autonome de Conakry. From 2004 until his appointment as Prime Minister, Mr. Youla served as Managing Director of Guinea Alumina Corporation. Heavily involved in the private sector development, he's a founding member of the first president of les plateformes de concertation du secteur privé guinéen. On top of his exceptional track record, he was also president of the Guinea Mining Chamber of Commerce from 2012 to 2015. So as you can see, we have the pleasure of having a remarkable businessman with us today. So without further ado, please welcome our guest speaker, Prime Minister Mamadi Youla. Thank you. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous allez m'excuser de faire mon speech en français. Je viens d'un pays où le français est la langue officielle, mais s'il y a des questions par la suite, on pourrait en discuter en anglais. Je voudrais avant tout, au nom du président de la République de Guinée, qui devait être ici avec vous pour prendre part à ce forum, donc au nom de son Excellence le professeur Alpha Condé et à mon nom propre, et au nom de la délégation que je conduis, remercier les autorités canadiennes et les organisateurs du Forum économique international des Amériques pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation guinéenne et pour le privilège fait à mon pays, la Guinée, en l'invitant à cette 10e édition du Toronto Global Forum consacré au thème « Leadership en période d'incertitude ». En écoutant les interventions des éminentes personnalités qui se sont succédées depuis le début de ce forum, j'ai retenu un certain nombre de constantes dans leurs préoccupations. En effet, en jetant un regard rétrospectif sur la dernière décennie, il est difficile de passer à côté d'un certain nombre de préoccupations. Il s'agit tout d'abord des menaces auxquelles le système financier international a été confronté, de la multiplication des foyers de tension et de l'exacerbation des conflits subséquents avec pour corollaire immédiat
des déplacements massifs de populations fuyant ces conflits. La menace terroriste qui est devenue globale, avec des ramifications et des conséquences directes dans toutes les régions du monde, y compris l'Afrique, où cette menace est désormais palpable et concrète. Le ralentissement de la croissance mondiale, avec pour conséquence directe la chute drastique des cours des matières premières, et enfin, la mondialisation qui, par de nombreux aspects, a amplifié les crises évoquées plus haut. Pour la plupart des responsables gouvernementaux et du secteur privé, la prise de décision est devenue un exercice extrêmement périlleux, avec une majorité de paramètres qui ne peuvent plus être contrôlés au niveau d'un seul pays, voire même au niveau sous-régional ou régional. Mesdames et messieurs, distingués invités, la question que je me pose et que j'aimerais soumettre à l'appréciation de cette auguste audience est la suivante. Avons-nous des certitudes sur les origines et causes des incertitudes qui assaillent l'humanité de nos jours? Sommes-nous certains d'analyser avec rigueur, courage et sans complaisance les véritables raisons des incertitudes auxquelles notre monde est confronté? Permettez-moi donc de dire quelques mots sur certains des défis évoqués ci-dessus. La crise financière et la crise de la dette nous enseignent que la communauté internationale doit s'attaquer sérieusement à la problématique de l'affaiblissement des États sous-tendue par des politiques d'inspiration libérale. Pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier, dont les économies sont très dépendantes des matières premières, ces problèmes se posent en termes de baisse drastique des prix des matières premières, de réduction de l'aide publique au développement, de réduction des flux d'investissements directs étrangers. Et en parlant notamment de l'investissement, il est important pour les pays africains, tout comme d'ailleurs pour la plupart des pays du monde, comme on le voit dans les débats aussi bien en Europe que dans d'autres régions du monde, il est important qu'un consensus soit trouvé pour veiller à ce que les sociétés multinationales payent des taxes en proportion avec la part de leurs activités menées dans les pays africains. Une autre leçon que nous devons tirer des crises financières et de la crise de la dette est que les banques qui ont bénéficié des aides massives de la part des États n'ont finalement été que moyennement affectées par ces crises, tandis que les classes moyennes, dans les pays développés d'ailleurs, les classes moyennes donc ont été celles qui ont payé le prix le plus élevé de ces crises. Or, les classes moyennes constituent la base sur laquelle repose aujourd'hui la capacité des États, à travers notamment la fiscalité, à faire face aux défis actuels, aux défis dont nous parlons, à toutes ces incertitudes que nous évoquons. Nous ne pouvons donc pas continuer durablement à laisser une part importante de l'activité économique des grandes entreprises et des secteurs entiers de l'activité économique dans le monde échapper à la taxation et mener des politiques qui affaiblissent les classes moyennes, comme je viens de le dire, sur lesquelles repose l'essentiel de la charge fiscale aujourd'hui dans de nombreux pays. Cela au moins est une certitude. Hier, quelqu'un disait que les problèmes actuels de notre monde sont dus à ou alors sont aggravés en raison de l'absence de vrais leaders. Je voudrais simplement rappeler qu'au tout début du siècle dernier, donc du XXIe siècle, au moment où la puissance de certains conglomérats aux États-Unis était sans commune mesure
avec le poids des plus grandes multinationales actuelles en raison de leur concentration et de l'influence que ces conglomérats exerçaient sur l'ensemble du pays, un homme politique tout seul a décidé de s'attaquer aux dysfonctionnements et aux menaces découlant des activités de ces grands conglomérats américains de l'époque en utilisant la loi, la raison, pour ne pas dire le bon sens, et son courage politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, s'agissant de la menace terroriste, la problématique reste la même et je me pose la même question. Avons-nous des certitudes sur les causes profondes de cette haute incertitude qui pèse sur les États et les citoyens du monde? Il y a seulement quelques années, les populations vivant dans la plupart des régions de l'Afrique n'avaient aucune connaissance de la réalité du terrorisme international tel que nous le définissons aujourd'hui et n'étaient absolument pas confrontés aux conséquences de ce phénomène. Aujourd'hui, de très nombreuses régions de l'Afrique et une grande partie des populations vivant dans ces régions sont directement touchées par le terrorisme ou ses conséquences directes ou indirectes. Il y a donc lieu de se demander comment en est-on arrivé à cette situation en l'espace de quelques années. Les leaders et décideurs de la communauté internationale, donc du monde, doivent certainement se poser des questions sur les réponses qui ont été apportées au cours de ces années, au cours de ces dernières années, sur les défis posés par toute cette mouvance aujourd'hui qu'on qualifie de terroriste et comment donc ces réponses ont permis soit de contrôler ou peut-être d'avoir ou de connaître d'autres développements. Il est important que la communauté internationale se penche avec courage et détermination sur cette question en veillant à mettre de côté les considérations idéologiques, religieuses, ethniques et voire même mercantiles, puisque parfois le terrorisme est tout simplement guidé par des considérations mercantiles, pour se concentrer sur les souffrances des populations. Il n'est pas admissible au XXIe siècle que nous voyons encore des millions d'habitants de cette planète parmi les plus fragiles et les plus démunis exposés aux affres des conflits de toutes sortes et qui se retrouvent prises au piège ou jetées sur les routes de l'exode. Je ne saurais clore ce chapitre sans rappeler qu'au moment où les projecteurs de l'actualité internationale sont braqués sur les réfugiés au Moyen-Orient, il existe sur le continent africain environ 17 millions de personnes déplacées selon les chiffres de 2014, en raison essentiellement de conflits. Et ces personnes n'ont pas toujours l'attention et le soutien suffisant de la communauté internationale, et ce sont d'abord les États africains, et en particulier les États voisins de ces pays en conflit, qui supportent l'essentiel de la charge. Mesdames et messieurs, distingués invités, face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le rôle des leaders s'apparente de plus en plus à un exercice de navigation par vent contraire. Cependant, en reprenant à mon compte le dicton disant que c'est dans la tempête que l'on reconnaît les grands capitaines, je voudrais encore une fois insister sur le rôle que doivent jouer les leaders politiques, les responsables gouvernementaux et les acteurs du secteur privé dans l'émergence d'un monde qui s'attelle de manière déterminée et responsable à réduire les inégalités, instaurer une certaine équité vis-à-vis des questions fiscales, apporter des réponses justes aux causes profondes des conflits et à promouvoir des solutions économiques et technologiques viables et durables sur le long terme. Je vous remercie de votre aimable attention.